Durant la Renaissance, les astronomes se sont posé une question qui, au premier abord, paraît totalement absurde, mais qui, après un temps de réflexion, ne l'est pas tant que ça. Pourquoi est-ce que la nuit nous paraît noire, alors que la voûte céleste est composée d'un nombre incalculable d'étoiles et de points lumineux? Eh bien, croyez-le ou non, mais cette interrogation a amené progressivement à l'étude de la lumière invisible. Les premiers grands esprits à s'être interrogés sur ce sujet sont Thomas Digges et Johannes Kepler, respectivement à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. À l'époque, on avait une vision bien précise de l'univers. On pensait qu'il était purement et simplement infini, et que par conséquent, il contenait un nombre infini d'étoiles. Donc, selon cette logique, si on regarde n'importe quel endroit du ciel, on tombe forcément sur une étoile, qu'elle soit lointaine ou non. Bien que la taille apparente des étoiles soit absolument minuscule dans le ciel, ce qui est normal, ça changerait quand même pas grand-chose, puisque on a dit juste avant que le nombre d'étoiles était infini, qu'il était incalculable. On devrait donc avoir un ciel rempli d'étoiles, ne laissant place à aucun vide, et aussi lumineux que le jour. Sauf qu'il n'en est rien, la principale source de lumière reste le soleil, et lorsque le soleil est sous l'horizon par rapport à un observateur, alors ce même observateur est plongé dans l'obscurité. Et c'est cette obscurité qui laisse place à la voûte céleste. On ne peut pas voir les autres étoiles de jour parce qu'elles sont totalement masquées par la lumière du soleil. Même la plus puissante des pleines lunes n'arrive pas à la cheville de notre soleil. Sa magnitude est 400 000 fois supérieure à celle de notre satellite. Pendant longtemps, ce paradoxe est resté sans réponse, mais il l'a été à cause de la vision tronquée de l'univers à l'époque. Certes, aujourd'hui, nos connaissances ne sont pas absolues, mais elles sont déjà beaucoup plus détaillées et précises qu'il y a quelques siècles. De par cet écart de vision énorme, il est donc assez simple d'expliquer et de résoudre le paradoxe de la nuit noire. La première erreur a été de penser que l'univers était infini, et que par conséquent, il contiendrait un nombre infini d'étoiles. L'univers n'est pas infini. Et donc, il est infiniment plus petit qu'un univers infini, parce que le principe même d'un univers infini, c'est qu'il n'a pas de limite. Déjà, rien qu'avec ça, on réduit drastiquement le nombre d'étoiles et de galaxies, de points lumineux qui s'y trouvent à l'intérieur. Sachez également que la luminosité d'une étoile varie selon la distance avec un observateur. Si vous regardez une étoile depuis la Terre qui se situe à des milliers d'années-lumière la nuit, elle vous paraîtra, si jamais elle est visible à l'œil nu, comme un petit point lumineux. Et c'est tout. Par contre, si vous regardez cette même étoile à une distance très proche de cette dernière, genre 1 million ou 2 millions de kilomètres, vous devenez instantanément aveugle. Parce que vous êtes beaucoup trop proche d'elle. Beaucoup, beaucoup trop. D'ailleurs, ne tentez pas de reproduire ça chez vous, c'est pas très bon pour la santé. Enfin, je vous dis ça, en même temps, vous pouvez pas le faire parce que on peut pas voyager entre les étoiles et aller à la rencontre. Quoi? Vous êtes déçus? Ah, attendez, on peut pas tout avoir. Hein. La deuxième raison, c'est qu'on ne savait pas à l'époque que la vitesse de la lumière n'était pas infinie. Elle est même extrêmement lente à l'échelle interstellaire parce qu'elle met des années, voire des siècles et des millénaires pour traverser l'espace entre les étoiles. Et je ne vous parle même pas à l'échelle intergalactique. Parce que là, le temps se compte en millions, voire en milliards d'années. Vu que la lumière met un temps considérable à nous parvenir, elle n'a pas eu le temps de le faire pour les objets les plus lointains de l'univers selon notre point de vue. Nous ne sommes donc pas capables de voir l'intégralité de la lumière visible dans le cosmos. Et pour couronner le tout, l'univers lui-même est en expansion. Son volume augmente chaque jour, chaque heure, chaque seconde, et les étoiles et galaxies s'éloignent progressivement les unes des autres. D'autant plus que le temps de vie des étoiles n'est pas infini lui non plus. Les étoiles meurent. Leur durée de vie varie cependant selon leur masse, leur stabilité, etc. Mais toutes les étoiles sont destinées à mourir lorsqu'elles n'ont plus de carburant à consommer. Ce qui veut dire que si on prenait toutes les étoiles qui ont existé un jour dans l'univers, une partie d'entre elles ne sont déjà plus là. Et c'est pour toutes ces raisons que la luminosité de la nuit est beaucoup plus faible et restera plus faible que la luminosité du jour. Cependant, les astronomes ont fait une découverte très intéressante entre la Renaissance et l'époque moderne. Ils ont constaté que ce qu'on appelle communément la lumière n'est qu'une petite portion d'un spectre, qu'on appelle le spectre électromagnétique. Les rayonnements ont une fréquence et par conséquent une longueur d'onde précise. On peut donc les classer en fonction de leur énergie et de leur longueur d'onde.
Et là, on ressort le cours de physique qu'on a tous eu au collège. L'œil humain ne peut percevoir que la lumière ayant une longueur d'onde de 380 nanomètres à 710 nanomètres environ, à savoir le spectre des couleurs, du violet au rouge. Et c'est tout. Voilà. Tout le reste de la lumière qui existe dans l'univers est totalement imperceptible pour l'œil. Les rayons particulièrement énergétiques, comme les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma, tout comme les rayons moins énergétiques, à savoir les infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio, ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est pour ça que l'on parle du spectre visible et de la lumière visible, et de tout le reste. La lumière invisible. La lumière qui existe mais qu'on ne peut pas voir. Ce que notre œil perçoit n'est qu'une infime portion du spectre électromagnétique de la lumière. Les objets célestes émettent tout un tas de rayonnements qui ne sont souvent pas perceptibles à l'œil nu. Nous sommes littéralement et naturellement incapables de percevoir la quasi-totalité de la lumière dans le cosmos. Et c'est aussi en partie pour ça que la nuit noire est noire. Une autre raison, oui, encore, vient du fait que nous n'arrivons pas à enregistrer suffisamment d'informations et de lumière pour que le ciel nous paraisse particulièrement brillant. Il nous faut du temps pour nous adapter. Mais si jamais un télescope spatial, en orbite autour de la Terre, photographie une portion du ciel avec un très long temps de pause qui peut durer parfois des jours ou des semaines entières, eh ben ça donne ça. Vous connaissez sans doute cette image. C'est le UDF, Ultra Deep Field, ou en français, le champ ultra profond du télescope Hubble en orbite autour de la Terre. Avec un plus long temps de pause, il est possible de voir des choses que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Cette photographie est d'ailleurs l'une des plus importantes de ce début de siècle. Et encore, là on a juste affaire à de la lumière visible. Imaginez si c'était pris sous d'autres prismes. L'observation du ciel par le prisme de la lumière invisible, c'est-à-dire la lumière qui existe mais qu'on ne peut pas voir avec l'œil humain, est devenue indispensable pour les recherches. On a par exemple les radiotélescopes, qui, comme son nom l'indique, détectent des ondes radio qui se baladent dans le cosmos. Cela nous permet de détecter ce que l'on ne peut pas détecter avec la lumière visible. Prenons en exemple le chromoscope. C'est un site interactif qui permet d'observer la Voie lactée sous un autre prisme que celui de la lumière visible. Si je décide de changer le curseur vers les infrarouges, j'obtiens ceci. Évidemment, ce qu'on voit là n'est pas de l'infrarouge, car on ne peut pas voir cette forme de lumière. Les images ont été retranscrites en fausses couleurs pour se donner une représentation de notre vision humaine. Si je décide d'aller augmenter la longueur d'onde jusqu'aux ondes radio, je vais détecter des choses qui me sont impossibles de voir. Pareil pour les ultraviolets, les rayons X ou les rayons gamma. Grâce à ce genre de détection, on peut observer des objets célestes ou des régions de l'univers par le biais de rayonnements lumineux qui peuvent arriver jusqu'à nous, là où la lumière visible échoue. Voici la nébuleuse du Trapèze, photographiée par le télescope Hubble en lumière visible. C'est beau, n'est-ce pas ? Mais ça l'est encore plus en infrarouge, parce que ce type de rayonnement est capable de traverser plus facilement les nuages de la nébuleuse, ce qui nous permet de détecter des étoiles cachées par le gaz. C'est d'ailleurs de cette manière que l'on a détecté au centre de notre galaxie, la Voie lactée, un immense trou noir supermassif. Sagittarius A Star est une gigantesque source d'ondes radio. C'est d'ailleurs en détectant ce type d'onde qu'on a conclu qu'il s'agissait du disque d'accrétion d'un trou noir. En d'autres termes, nous n'avons pas directement photographié le trou noir, nous l'avons simplement détecté à l'aide d'ondes radio. Il y a aussi l'astronomie par rayons gamma, ces derniers étant très chargés en énergie avec une longueur d'onde extrêmement petite, de l'ordre de l'atome, et qui traversent beaucoup plus facilement la matière. Heureusement que celle-ci est stoppée par le champ magnétique et l'atmosphère terrestre, sinon elle pourrait carrément abîmer notre ADN. Les rayons gamma sont souvent émis par des objets soit particulièrement lumineux, soit particulièrement lointains. Que ce soit des trous noirs, des supernovas, les résidus de l'explosion d'étoiles très lourdes, des quasars, des sources de lumière extrêmement lointaines, etc. Il existe des télescopes comme celui du Veritas en Arizona, spécialisés dans la détection de rayons gamma lointains. En gros, c'est un gamma-télescope. Et encore, cela n'est qu'une infime fraction de ce que l'on peut observer. C'est simplement pour vous dire qu'ironiquement, la lumière invisible et indétectable pour l'œil humain
nous permet de voir ce qu'on ne peut pas voir avec la lumière visible par le biais des optiques que l'on a construits. Ils nous permettent de mieux comprendre notre ciel, et c'est franchement dommage que l'œil humain soit aussi restreint. Mais en même temps, quand on y réfléchit à deux fois, on se dit que ce qu'on peut déjà observer avec nos yeux, c'est quand même pas si mal. En attendant qu'on se greffe des chromoscopes dans la rétine, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux si elles vous plaisent, à mettre un pouce bleu et bien évidemment à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. Et d'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine!